Baba mama rafiki Rafiki muzuri Rafiki muzuri Baba mama rafiki Rafiki muzuri tunapenda wewe Asante sana tunapenda wewe Asante sana bila pesa pamoja na sasa hivi siku tunasonga Baba mama rafiki Rafiki muzuri Rafiki muzuri Rafiki muzuri tunapenda wewe Asante sana tunapenda wewe Asante sana nuko dutanguye ku karirimbo keza ka kera mwibuka kitwa aiye wa mwana kari mu Giswahili ikirimi cyo muri sous-région. Le Swahili est une langue très ancienne, plus ancienne que le français. Les premiers textes en Swahili sont plus anciens que les premiers textes français. Ni kubibutsa yuko tutavuye ku giti canke tutaje dukoroka gutya aya burya umunyafrika afise aho yavuye. Aka karirimbo ndibaza ko mwese mukibuka kera tukiri abana. Ego aiye mwana ngo burije voilà. Donc ego ndondeza chanda kurungikira link iyo ndirimbo good. On attend notre invité, il va arriver, c'est lui qui m'a proposé 20 heures de Goma, Kigali, tout ça. Il n'aura que 45 minutes à 1 heure. Je vais essayer de privilégier les questions qui ont été posées en commentaire et après vous pourrez monter pour lui poser des questions et tout. Notre invité a été sénateur en Belgique, c'est pas n'importe qui. Il a dirigé le International Crisis Group. Il a aussi dirigé Médecins sans frontières. Donc notre invité n'est pas quelqu'un qui va juste donner son opinion sans vraiment savoir ce qu'il dit. Voilà. Il est très connu, il écrit beaucoup d'articles pour Le Figaro. Il est contributeur pour Le Figaro magazine, le journal Le Figaro. Je vais le laisser se présenter quand il va arriver. Et aussi, vous pouvez juste googler son nom ou aller sur ChatGPT et vous demander qui est Alain Detex et vous allez vous rendre compte qu'on ne sera pas en train de parler avec n'importe qui. Donc, en attendant qu'il arrive, permettez-moi de mettre une autre musique pour que je puisse lui écrire une box et lui dire que le space a déjà commencé. Merci beaucoup. Je cherche la chanson là africaine, je ne la trouve pas. Je vais vous mettre une autre chanson. Voilà.
Oui, Lucas. Attends encore. Au moins, tu veux faire 12. Oui, oui, 12. 12. 10. mbe ndasaba umuntu yosaba ijambo kugira arabateramisha kugira nshobore kumutelefona yitabe ikiganiro ego sinabatumiye kubumvisha imiziki mumbabarire kuri iyi 5 minutes tubatesheje ego reka nduze ndondeza asaba ijambo komsa uburateramisha abantu biwacu hop Tiene notas de dicho. Ego, Sonia. Ego, karibu. Ok, docteur, karibu. Qui approuvé. Voilà. Ok. Kare iwanje Ewa, mahoro yike. Ewa, unyemerere mupe mikro niruke gutelefona. Wowe ukoze. sawa ndabaramukije Yego, mwese abari ngaha amamagaye nze kubateramisha ewana jewe iyi ndirimbo yahereyeko ntegereje kuyumviriza niho nticumva yuko ari igiswahili abana twakuriye mu kibabiloni twumva indirimbo zije ziva hanze tutumva indimi ziba ziguyemo gushika ubu nari nzi ko ari amajambo twihambiye sinari nzi ko ari igiswahili ca vrenda maramaye urumva rero none ndamushimiye ambariye ngo nze kubateramisha ngo cuku mwaramutse mwiriwe neza twumve Alante Theatre nagerageje kumusoma vraiment uyu muntu maze iminsi ndamubona ariko aravuga nkabona ko yatwaye MSR nkabona nyene ari investi gose kwandika ku bintu vyo muri Kongo ariko jewe birike mba ndabimefya gose cane numva umenga ndakeneye aze nuko aduhaye umwanya muto 45 minutes nizere yuko Reynold aza guselektiona ibibazo vyiza bitutameta kumumenya kuko ndiko ndamusoma ahantu mazi akajambo mu mutwe ngo kids ndavuga uyu muntu rero je nuko banyagiriza ngo ndi muri kids wewe bashaka kids ya kweli ariko wasanga atari byo reka turabira Rey wangarutse ahantu amagaye ngo nze kubateranisha ahubwo yaba arashiramwo n'indirimbo
ngo Alain Stex yatwaye Médecins Sans Frontières ariko iyo ndiko ndaraba amakuru yo waje muri Kivu muri ino minsi nkabona ingene abazungu usanga bariko baridoga abantu bavuye mu makambi y'impunzi batashe none kumengo birababaza ko abantu batahana iwabo kumengo birababaza ko abantu baza kwibohora kubohorwa na bene wabo hama bagasikiriza ahantu hama abantu bagataha iwabo. Grazie kumwumva Alors, cyane notre invité est ici, il est en ligne. okay. Reka vuga mu kirundi nezere ko cyumva kirundi. Mais je ne le vois plus. Alain Detex, si vous nous entendez, pouvez-vous cliquer en bas à gauche sur l'icône qui montre le micro. Docteur, si vous nous entendez, cliquez en bas à gauche sur l'icône du micro qui demande la parole. Hey, moi je le vois pas comme speaker. Toi tu le vois déjà comme speaker, il est déjà là? Tout à l'heure je l'ai vu et je lui avais donné le micro, mais ça a disparu tout de suite. Mais je l'avais déjà. Du coup, s'il s'est connecté avec le téléphone pendant qu'on était sur un appel. Bon, il y a... Peut-être, est-ce que tu peux lui envoyer, est-ce que tu peux lui envoyer une invitation manuellement à parler et il devra quitter le space, aller dans sa boîte. Ok, je te fais le reste et tu lui envoies l'invitation manuellement. Parce que je sais pas faire le truc manuellement. Voilà. Voilà, je vois une autre demande. Ah oui, c'est lui, d'accord. Très bien. Là, je crois que ça va marcher. Ok, c'est bon, je le vois. Alors, docteur, bienvenue. Et bonjour. Aussi, quel titre préférez-vous qu'on vous donne dans ouais, écoutez, appelez-moi Alain, ça ira. Ok. Alain, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Tout le public, tout l'auditoire vous remercie pour votre humilité, votre gentillesse et aussi pour votre temps que vous donnez pour nous partager votre point de vue et votre vos observations et votre expérience. Donc, sans trop vous faire perdre votre temps, on va aller droit au but. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à Goma en ce moment? Qu'est-ce qui vous a fait porter votre bâton de pèlerin pour vous retrouver en Afrique, dans une zone considérée comme zone rouge, pendant que tout l'Occident est en train de dire que ça va pas avec le M23, que tout va mal, qu'ils sont en train de massacrer des gens, que les hôpitaux sont envahis? Quelle mouche vous a piqué? Et plus tard, on va peut-être discuter sur quelle est la situation que vous avez observée sur terrain. Mais écoutez, donc ça fait quand même longtemps que je suis la situation dans l'Afrique des Grands Lacs. Je suis venu au Rwanda. À cette époque-là, je travaillais à l'époque pour Médecins Sans Frontières. Je suis venu au Rwanda en mars 1994, juste avant le génocide. Donc quand ça a commencé, j'étais très sensibilisé puisque j'en venais. J'y suis retourné après. J'ai été dans les camps à Goma en septembre 94. Ce que j'y ai vu ne m'a pas beaucoup plu. Ça a d'ailleurs été une des choses qui m'ont fait décider de quitter MSF après, l'année suivante. Et puis voilà, j'ai suivi régulièrement, mais je pense que là maintenant on atteint un niveau d'intensité qu'on n'a jamais connu, effectivement, avec des sanctions internationales, à mon avis injustifiées, et même plus particulièrement des sanctions belges aussi. Et donc voilà, donc j'ai voulu aller voir sur place moi-même. Et en fait, contrairement à tout ce qu'on peut lire, c'est absolument pas dangereux. Moi, j'ai même pas osé dire à ma mère qui a 87 ans
que je venais, parce que quand elle a appris, je lui ai dit que je venais au Rwanda. Quand elle a appris que je venais au Rwanda, elle pensait déjà que c'était la guerre. Je me suis rendu très facilement à Goma. On traverse facilement la frontière. Goma est très calme. J'ai voyagé au nord vers Rumangabo, à l'ouest vers le Masisi. Et donc voilà. Et donc là, comme vous le savez, je suis en train. J'ai commencé, mais je vais faire toute la semaine prochaine. Je vais raconter ce que j'ai vu. Voilà. Oui, alors justement, pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu? Bah, écoutez, Nous bon, avons lu vos textes, je crois que ça a fait le buzz dans la sous-région. Le buzz surtout parce que on se disait, tiens, c'est un occidental, et en plus, pas n'importe qui, c'est quand même quelqu'un qui connaît le monde des humanitaires. Aussi, vous avez dirigé le International Crisis Group. Je ouais. veux dire, vous connaissez tous les standards d'évaluation d'un pays en crise ou d'une zone de combat et tout ça. Donc, vos interventions sur Twitter, en tout cas, étaient très remarquées. Et les gens se posaient des questions en se disant, du coup, si lui pense ça, et que les autres à Bruxelles et à Washington sont en train de lancer des sanctions à tout bout de champ sur tout le monde, qui peut-on écouter? Ouais, donc d'abord, voulais vous dire, bon, moi j'ai été le premier surpris par l'écho que ça a eu. Je m'attendais pas du tout à ça. Hein. J'ai eu beaucoup plus de vues sur ces posts que j'en ai d'habitude sur ce que j'écris sur la Belgique, la France ou l'Europe. Donc effectivement, ça a rencontré un certain intérêt. Maintenant, la différence entre moi et les autres, et c'est pour ça que je suis aussi un peu en colère, si vous voulez, c'est que moi j'ai été sur place. Et au fond, ce que j'ai constaté aussi, c'est que quand on lit les articles, alors j'ai pas tout lu, mais il y a eu le Figaro a été sur place de France, la Libre Belgique, mais leurs articles sont pas mauvais du tout. Hein. Les articles décrivent la situation, ils sont pas spécialement hostiles ni au Rwanda ni au M23. Donc je pense, si vous voulez, qu'il y a une déconnexion entre la réalité sur le terrain, que tout le monde peut voir. Hein. Il suffit d'aller à Rubavu, enfin l'ancien Gisenyi, de traverser la frontière. Et puis, voilà, moi, quand je suis arrivé à Goma la première fois, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à une ville entre guillemets sous occupation militaire, fermez les guillemets. Pas du tout. La vie est totalement normale à Goma. Il y a un monde fou partout. Tous les commerces sont ouverts, sauf les banques. On pourra y revenir si vous voulez. Et la situation est celle d'une ville normale. On voit très peu de policiers et du militaire du M23. Et dans les campagnes environnantes, moi j'ai voyagé sans escorte. Je ne me suis jamais senti en insécurité. Donc je crois qu'il y a un énorme, si vous voulez, je pense que tous les gens qui font la politique aujourd'hui, les fonctionnaires, les ministres, les parlementaires, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe sur le terrain. Je pense qu'il y a un deuxième facteur, c'est que Kinshasa a perdu militairement à Goma de façon incroyable. Hein. Je veux dire, sans même prendre parti pour qui que ce soit, d'un point de vue strictement militaire, je pense que la bataille de Goma sera quelque chose qui sera étudié dans les manuels militaires plus tard. Mais je crois que le gouvernement congolais de Tshisekedi a décidé de mettre tous les moyens qu'il mettait avant dans le domaine militaire, il les a mis dans le domaine diplomatique. Et donc il fait une campagne de lobbying absolument incroyable en Europe et aux États-Unis et sans doute aussi dans certains pays africains pour faire valoir son point de vue et ça semble marcher. Voilà. D'accord, oui. J'ai une amie belge qui est dans le monde académique. C'est vrai qu'elle m'avait dit que on n'a pas idée à quel point les valises de Kinshasa circulent, en tout cas dans les milieux académiques de Bruxelles. Et bon, je présume aussi dans l'UE, quoi, dans la Commission européenne.
Alors, j'ai des questions du public. Je vais me lancer rapidement. Allez-y. Krista Mongi Muhangi a demandé pourquoi l'Union européenne n'a-t-elle jamais sanctionné la RDC pour sa collaboration avec les FDLR, un groupe pourtant classé terroriste par l'UE et les États-Unis, alors qu'elle choisit de sanctionner le Rwanda pour ses mesures de sécurité défensive. Et la question 2, c'était pourquoi la France et l'UE ne sanctionnent-elles pas les mercenaires roumains d'Horacio Potra, alors que la législation française interdit leur activité? Beaucoup d'instructeurs roumains, anciens légionnaires, ont pourtant la nationalité française. Y a-t-il un deux poids, deux mesures? Je vais partager les questions ici en haut pour que tout le monde les voit. Pourquoi aucune poursuite Moi, je suis censé les voir aussi, les questions, quelque part? Oui, alors, si je les partage, tout le monde va les voir. Okay. Attends, non, mais j'ai entendu les deux premières questions. Hein. Oui. Voilà, elles sont partagées. Vous pouvez répondre à celle qui vous est le plus à l'aise. Les questions de Christa sont plus basées Union européenne, j'ai l'impression, par rapport aux sanctions. Bon, écoutez, je crois que la communauté internationale, l'Union européenne, mais sans doute aussi les États-Unis, surtout l'Union européenne, sont catastrophés à l'idée que le Congo, la République démocratique du Congo, pourrait exploser, si vous voulez. Et je crois que la seule politique européenne un peu cohérente au cours des 15-20 dernières années, c'est de se dire, voilà, quel que soit le régime, quel que soit le président, nous ce qu'on veut, c'est que le pays tienne, que le pays donne l'impression d'exister et de fonctionner, et le reste, ça ne nous intéresse pas beaucoup, si vous voulez. Et donc, je crois que l'Union européenne, je suis pas sûr, hein, c'est juste une opinion que je vous donne là. L'Union européenne a décidé de soutenir d'abord Kabila père, puis Kabila fils, et puis aujourd'hui Tshisekedi. Et puis c'est lui qui est au pouvoir, et donc c'est lui qu'on soutient. Et si demain c'était un autre, ce sera un autre. Bon, vous savez que l'élection de Tshisekedi est maintenant contestée, y compris par Corneille Nangaa, le coordinateur de l'Alliance Fleuve Congo, qui fait partie de ceux qui l'ont validé, mais qui dit maintenant qu'il n'a pas gagné les élections, que il a validé l'élection pour des raisons de réconciliation et justement pour éviter une sorte de guerre civile, si vous voulez. Donc voilà, pour moi, à mon avis, c'est ça qui explique le point de vue de l'Union européenne et effectivement les FDLR, etc. C'est absolument scandaleux, mais voilà, ça passe. La deuxième question sur les Roumains, alors bon, c'est absolument scandaleux qu'il y ait eu des mercenaires roumains. Franchement, ça qu'un autre âge, hein, ça évoque moi je suis un peu plus vieux sans doute que la moyenne de vos auditeurs, mais enfin ça évoque Bob Denard, hein, le fameux mercenaire français qui a fait un coup d'État aux Comores il y a déjà assez longtemps. Enfin, je pense qu'il y a longtemps. Alors, il paraît qu'il y a des Russes aussi dans le Sahel, mais quand même des mercenaires occidentaux en Afrique. Il me semble que ça faisait longtemps. Donc, je comprends pas non plus pourquoi ça n'a pas suscité plus de réprobation, plus de débat, plus de couverture dans les médias. Bon, vous m'apprenez, on m'avait dit qu'il y avait quelques Français, mais apparemment, vous m'apprenez qu'il y en aurait plus que quelques-uns. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à la question sur la législation française par rapport aux mercenaires. Je n'ai pas la réponse à cette question. Il y a un reportage sur TMC qui avait été fait par un des journalistes de Quotidien. Il était à Goma et il était avec que des mercenaires français, mais eux, ils se faisaient appeler instructeurs. Ok. Et je le retrouve, ou alors si ce reportage n'est pas subitement effacé. Si vous le trouvez, vous pouvez m'envoyer le lien, oui. Oui. Il y a quelqu'un qui demande, bon, je crois que ça c'est une petite question entre parenthèses que peut-être que vous pouvez répondre. Il dit que vous avez mentionné que vous avez quitté MSF dans les années 90. Est-ce que vous êtes confortable pour nous partager pourquoi il vous aurait fait quitter à ce moment-là? Oui. Il était directeur de MSF à ce moment-là. Oui. Donc j'en profite pour répondre à Reynolds Boutari. Je ne suis plus sénateur belge, hein, je suis sénateur honoraire, donc je l'ai été pendant très longtemps en Belgique, mais je ne le suis plus. Donc en fait, c'est assez simple si vous voulez.
Donc quand je suis venu dans les camps de réfugiés Interamwe et Outpower au Congo, à Goma, en septembre 94 pour les Français, j'ai tout de suite réalisé que on était dans des camps de génocidaires et qu'on était en train de remettre en route, si vous voulez, l'armée génocidaire grâce à l'aide internationale, puisque, par exemple, la nourriture du programme alimentaire mondial, comme il y avait énormément de réfugiés, plusieurs centaines de milliers, et que il y avait, on remettait la nourriture aux bourgmestres, aux maires, qui eux la distribuaient. Donc, autrement dit, on la remettait directement aux génocidaires, qui la remettaient à leur sujet, et donc, ça pouvait donner l'impression que le bourgmestre génocidaire était toujours en position de pouvoir, puisque c'est lui qui distribuait finalement l'aide. Et donc j'ai plaidé à l'époque au sein de l'organisation pour qu'on se retire, pour qu'on ne soit pas complice de cette situation. Ce qui a finalement été fait de mémoire, je crois, en février 95. Mais aussitôt MSF s'est retiré, il a été remplacé par d'autres organisations parce que c'était devenu un énorme business. Tout le monde y allait comme c'était très médiatisé. Il y avait beaucoup de financement disponible. Il y avait même une organisation, je me souviens, ça m'avait choqué. Il y avait Clowns sans frontières pour distraire les réfugiés dans les camps, parce qu'ils s'embêtaient, les pauvres petits chéris, évidemment. Pouvaient plus tuer, alors forcément il fallait bien les distraire, quoi. Il y avait d'autres types de distractions. Et donc voilà, j'ai eu à ce moment-là l'opportunité de faire la politique en Belgique, et donc j'ai quitté Médecins sans frontières à ce moment-là, et je me suis lancé dans le terrain politique. Voilà. En gros, ce que vous nous dites, c'est que à ce moment-là, les ONG étaient en train de chouchouter les génocidaires. Oui, en gros, tout à fait ça, oui. Waouh. Ok, bon. Il y a une question d'Optimiste Bilori qui dit, si j'ai bien lu son profil, il est sénateur au Parlement belge. Bon, Bilori, il était sénateur, il est maintenant sénateur honoraire au Parlement belge. J'aimerais savoir si lui-même et les Belges, en général, se sentent une certaine responsabilité sur les atrocités qui se commettent à l'est de la RDC, puisque c'est la Belgique qui a tracé les frontières rwando-congolaises. Bon, pas que rwando-congolaises aussi, hein. Ils ont pris une partie du royaume du Rwanda, l'ont annexé au Congo, d'où les rwandophones congolais se sont retrouvés dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Oui, bon, je crois qu'en gros, ils demandent s'il y a une forme de devoir de mémoire que vous ressentez en tant que Belge, vous ou d'autres Belges. Non, écoutez, il y a pas ça. Je pense que il y a même pas 1% des Belges qui savent ce que vous êtes en train de me dire là. Ça ne se sait pas du tout. De toute façon, voilà, les frontières sont ce qu'elles sont, et à mon avis, c'est aujourd'hui, c'est peut-être un problème historique, mais c'est un problème aujourd'hui secondaire. Ce qui est certain, c'est que les Tutsis du Congo sont congolais. Ils sont congolais, ils sont pas rwandais. Hein. Donc, alors c'est vrai qu'ils sont arrivés. Il y en a qui étaient là depuis toujours. Il y en a qui sont arrivés du temps de la colonisation belge avec les transferts de population. Il y en a qui sont arrivés en 1959 après la prise de pouvoir par la majorité Hutu, puisqu'à l'époque on parlait comme ça au Rwanda. Mais toujours est-il qu'ils sont tous congolais, puisque tous ceux qui habitaient au Congo en 1960 ont été décrétés congolais. Donc voilà, on peut rouvrir la question des frontières coloniales, mais je crois que ce serait passé un peu à côté du sujet aujourd'hui, hein, et en tous les cas, c'est pas ça qui va convaincre les Européens ou les Belges. C'est pas ça qui va les convaincre de changer leur attitude. D'accord. Et du coup, venons, comme vous dites, au sujet d'aujourd'hui. Vous avez eu une interview exclusive avec le général Sultan Makenga. Ouais. On peut dire c'est le chef d'état-major de l'AFC, si on utilise ces termes-là. Quelles ont été vos impressions? C'est vrai, on a lu un peu sur Twitter ce que vous avez écrit, qu'il y a de l'ordre, qui sont très disciplinés et tout. Mais pouvez-vous nous en partager plus? Écoutez, franchement, il m'a fait une très forte impression. Ça n'a pas été facile d'avoir un rendez-vous avec lui.
Mais voilà, donc finalement, ça s'est pas fait. J'ai demandé un rendez-vous, je l'ai eu immédiatement. Hein, ça a été lent et compliqué. Euh, je crois qu'il se méfie un peu de la presse internationale. Faut pas oublier, ça, je suis quand même assez admiratif devant ça. C'est quelqu'un qui a vécu 5 ou 6 ans sur les collines d'un volcan dans des conditions très 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 difficiles. Hein, vraiment, enfin, moi j'ai été une fois là, il y a longtemps dans le parc de la Virunga, un peu dans ce coin-là. C'est pas évident de vivre là-bas. Donc c'est un vrai militaire, c'est un vrai guerrier, c'est un homme de conviction évidemment, parce que sinon il n'aurait pas accepté de passer autant d'années dans la clandestinité et dans des conditions très difficiles comme ça. Donc ça c'est voilà, c'est la première impression. La deuxième, c'est que euh, c'est pas un homme, c'est pas un homme politique qui fait des longues phrases pour ne rien dire, si vous voulez. Quand on lui pose une question, il répond assez brièvement et il va droit au but. Et il ne commence pas à faire, comme beaucoup d'hommes politiques, des détours pour expliquer ceci, cela, et finalement on comprend pas ce qu'ils veulent dire. Non, lui c'est direct. Hein. Et par exemple, j'étais un peu enfin voilà, je lui pose la question, qu'est-ce que vous pensez de Tshisekedi eh ben, il répond ce qu'il pense. Hein. Il dit c'est un bandit. Euh, un homme politique aurait peut-être dit bon, un jour je vais devoir négocier avec lui, je vais pas dire ce que je pense, je vais tourner autour du pot, voyez-vous. Ben non, lui directement, paf, c'est un bandit quoi. Et donc voilà, donc à la fois ce caractère direct, j'ai apprécié. Et la dernière chose sur lui que j'ai trouvé impressionnante aussi, c'est qu'il n'est pas du tout vantard. Hein. Euh, moi, je lui ai dit, ce qui est vrai, que j'étais assez admiratif de la façon dont ils avaient conduit la bataille de Goma. Faut quand même pas oublier qu'ils étaient confrontés à l'armée congolaise, bien supérieure en normes et en armement, au Ouazalendo et au FDLR, à la MONUSCO, qui a tiré sur eux, ça m'a été confirmé, aux forces de la SADC, Malawi, Afrique du Sud, Tanzanie, et aux mercenaires roumains. Ça fait quand même beaucoup. Hein, on sait pas. Je lui ai demandé. Évidemment, je lui ai posé des questions. Je savais qu'il allait pas me répondre. Hein, je lui ai demandé. Ça, je peux vous dire aussi maintenant. Je lui ai demandé combien il y avait d'hommes dans le M23. Il m'a pas répondu. Je lui ai demandé à voir les dépôts d'armes qu'ils avaient saisis. Il m'a tout de suite dit non. Hein, il n'a pas tourné autour du pot en me disant. Il m'a répondu c'est pas possible. Voilà. Hein, bon, on dit aussi qu'ils ont pris un avion, un Sukhoi. J'ai essayé de savoir si c'était vrai ou pas quand j'ai visité l'aéroport. Bon, ben j'ai pas la réponse. Hein. Alain, Donc voilà. non, je ne sais pas si Alain a des soucis au niveau de sa voix ou de sa connexion, ou si c'est juste moi qui Non, m'entends non, pas moi, bien. moi, je Ça va? l'entends très bien. Je l'entends Toi, très, tu très, très entends bien? bien. Oh, ok, Oui, ok. oui, C'est super. oui. Mais je sais pas si tout le monde entend bien. Hein. En tout cas, moi. Ici, en fait, avec Twitter, souvent, il y a des soucis si j'ouvre, bon, c'est des soucis techniques, mais ça va très bien. Bon, Continuez. voilà. Le Mais Sukhoi, écoutez, il est je, quand ils ont je pris vois Goma. que le nombre de personnes à l'écoute n'arrête pas d'augmenter, donc je suppose que ceux qui sont à l'écoute entendent ce qu'on dit. Donc voilà, ben, j'ai terminé. Hein. Je crois que j'ai répondu longuement sur l'impression qu'il m'a faite et je vous ai donné des éléments qui n'étaient pas dans mon interview. Oui, oui. En tout cas, merci beaucoup. Je vais donc laisser la parole à ma co-host pour qu'elle puisse quand même vous poser quelques questions. J'avoue que beaucoup de gens sont en train d'écrire les questions dans mon message privé. Je préférerais que vous les écriviez ici pour que tout le monde voit et que je les Oui, réponde. parce que en plus, Oui, s'ils les mettent par écrit et que je les vois, je peux répondre oui, directement voilà assez vite à justement. plus de questions. Hein. Donc Oui, oui. Pamela, vas-y, tu peux poser la question à notre invité. Pas dans des heures, vas-y. je n'entends plus rien. D'accord, je crois que ma co-host a des soucis. Je fais monter Victor Tessongo. Victor, vous êtes le bienvenu. Nous voyons souvent vos publications aussi. Je comptais un jour vous inviter et là, je suis heureux de vous avoir dans mon space. Euh, Avant que Victor pose la question, je voulais juste préciser à mon audience que ce que Alain vient de dire, c'est vrai. Euh, Avant la prise d'Ogoma, on avait fait un space où les gens du M23 étaient montés dans le space pour parler.
Et effectivement, ils ne nous ont rien dit sur la stratégie qu'ils étaient en train d'utiliser. Mais ce jour-là, je crois que le lendemain, Goma a été prise à la surprise de tous. Donc, vraiment, c'était génial, c'était très très surprenant. Victor, soyez le bienvenu. Alors, je n'entends pas Victor non plus. À vous, je vous entends très bien, mais Victor, je ne l'entends pas. Hein. Victor, si tu veux parler, il faut cliquer en bas à gauche sur ton micro. Est-ce que moi, je dois couper mon micro ou je peux le laisser ouvert? Tu peux le laisser ouvert, il n'y a pas de souci, c'est toi l'invité principal. Bon, ok, mais je n'entends pas Victor. Il n'est pas en train de parler parce que son micro est fermé. Alors, je vais faire monter un type qui se fait appeler Moïse Katumbi Parodi. Ok, pendant ce temps-là, je réponds à Christia Mongi Muhangi. Donc, effectivement, elle dit qu'il y a un article du Guardian. Donc, je vais voir ça avec intérêt. Hein. Ok, Pamela revient. Dondeza revient. Voilà. Bon, qui parle là? Personne? Dondeza, tu nous entends? Tu peux ouvrir ton micro et la parole est à toi. Oui, Renaud, allô? Oui, voilà, oui, Victor. Ouais, je crois que j'avais un petit souci de connexion là. Je crois que ça va maintenant. Je peux? Bonsoir à tous. Oui, bien sûr, Victor, tu peux, mais sachez que mon invité, il a pas mis long à vivre là. Il m'a dit c'est que 1 heure, donc. Oui, en fait, j'avais simplement une question à poser à Monsieur Alain. C'est en rapport avec les dialogues déjà qui se pointent déjà à Nairobi. Et sachant actuellement que le gouvernement belge est pratiquement pris en étau par Tshisekedi actuellement, je ne sais pas quelle est sa lecture actuellement par rapport à cette situation. Je ne sais pas si la question a été déjà posée, mais je voudrais simplement avoir un peu son avis par rapport à la question. Merci. Ben, écoutez, je crois avoir déjà en partie répondu, mais je pense que le gouvernement de Kinshasa est en train de faire un lobbying absolument terrible aujourd'hui et que la communauté internationale a très peur d'une déstabilisation du Congo avec un climat de chaos, d'anarchie, des réfugiés dans les pays voisins. Et donc pour le moment, la politique, vous savez, je pense pas. La Belgique malheureusement joue un rôle important parce que évidemment, si vous êtes par exemple hongrois ou tchèque, vous connaissez rien à l'Afrique des Grands Lacs, vous n'y avez jamais mis les pieds, vous n'avez probablement pas d'ambassadeur dans la région. Donc les gens ont tendance à se fier à la vie de la Belgique, ce qui est vraiment dommage, personnellement je crois. Mais voilà, je pense que Tshisekedi mène une offensive diplomatique complètement dingue. Et il y a toute une délégation qui est allée à Washington la semaine dernière. Je crois qu'il y avait 6-7 ministres dans cette délégation. Et comme personne ne vient sur le terrain à Goma voir ce qui se passe réellement, eh bien les gouvernements sont très mal informés. Ouais, en fait, ouais, ça va. Ok, je voulais simplement avoir un avis parce que, en fait, comme vous venez de le dire, c'est tout à fait, en fait, c'est que depuis un moment alimente énormément la classe politique. Nous l'avons vu avec la France, actuellement avec la Belgique qui tient énormément de positions et surtout avec l'affaire Jean-Jacques Mamba. Je crois que, est-ce que cette situation est avantagée pour nous, l'AFC? Comment vous trouvez ça? Écoutez, Alors, pour rappel, Victor qui parle est membre de l'AFC M23. D'accord, mais bon, je ne le savais pas. Mais écoutez, donc voilà, moi, j'ai été voir ce qui se passe. Hein, je suis pas membre du M23 et de l'AFC. Non, moi ma question c'est par rapport à vos analyses. J'essaye de comprendre un peu plus vos analyses et pour se situer un peu plus. Et surtout que l'AFC aujourd'hui a quelques membres aussi qui sont en Belgique. Je prends le cas de Jean-Jacques Mamba qui est exilé actuellement en Belgique. Et voilà, c'est de cette façon que je pose cette question. Bon, mais je crois que je vous ai répondu. Voilà. Bon, en tout cas, le général, il a dit que militairement, le M23 n'avait pas l'intention d'aller à Kinshasa. Maintenant, il faut voir ce qui va se passer. Hein. Est-ce que le régime va vaciller ou pas? J'en sais rien. Hein.
Voilà, je propose que vous preniez une autre question, Reynolds. Oui, Victor, je crois qu'il vous a répondu. Je précise à mon audience que Victor, qui posait des questions, était membre de l'AFC. Du coup, il posait par rapport comment je vais dire, à son mouvement. Il y a une question que j'avais oublié de lire, que quelqu'un m'avait envoyée en inbox. Je voulais afficher ici en haut. C'est Monsieur Luhuna MGR qui dit: en tant qu'ancien secrétaire général de Médecins sans frontières, quel regard portez-vous sur l'attitude de la communauté internationale qui condamne fermement l'avancée du M23 et le supposé soutien de Kigali, mais reste silencieuse face aux actes de lynchage et de cannibalisme commis contre certaines communautés congolaises, simplement en raison de leur faciès Tutsi? Ne pensez-vous pas qu'il y a une corrélation avec ce qui s'est passé au Rwanda en 1993, lorsque des ONG alertaient sur un génocide en préparation, tandis que l'ONU et la communauté internationale fermaient les oreilles jusqu'à ce que le génocide devienne une réalité et soit arrêté par les Rwandais eux-mêmes? Bon, je ne sais pas si j'ai bien lu la question. Si, je pense que oui. Donc, c'est un fait que le génocide des Tutsis en 1994 a été arrêté par le FPR. Voilà, le génocide était déjà malheureusement très avancé, mais c'est pas l'ONU qui a arrêté le génocide, ça c'est clair, c'est le FPR. Mais c'est vrai que moi, je vous avoue, avant d'aller sur place, je connaissais pas très bien la situation des Tutsis au Congo. Donc j'ai beaucoup appris de ce côté-là. J'ai des gens qui m'ont fait des grands cours d'histoire. Et oui, je pense qu'il y a un parallèle. Il y a un parallèle évidemment assez clair. C'est-à-dire que, enfin, soyons clairs, s'il n'y avait pas le M23 aujourd'hui, il y aurait plus de Tutsis au Congo. Voilà, c'est assez simple. Hein. Le protecteur des Tutsis au Congo, c'est le M23. Alors le M23 aujourd'hui est multiethnique, ils ont des gens de toutes les ethnies, ils veulent l'unité dans la décentralisation et la fédéralisation, mais je pense que le problème central que les gouvernements européens et américains ne comprennent pas, c'est que sans le M23, les Tutsis ils seraient soit morts, soit dans des camps déplacés autour de Goma ou réfugiés ailleurs, en Ouganda, au Rwanda ou en Europe. Hein. Est-ce qu'ils ne le savent pas ou ils s'en fichent? Pardon? Est-ce que le fait que le M23, le fait que sans le M23, il n'y aurait plus jamais d'Otutsi au Congo, est-ce que l'Occident ne le sait pas ou bien l'Occident... Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. J'ai quand même l'impression que beaucoup ne le savent pas parce que, vous savez, ils s'intéressent pas. Ça dure depuis tellement longtemps, la crise au Kivu. Et puis pour le moment, tous les regards sont tournés vers l'Ukraine en Europe. Donc, à mon avis, beaucoup ne le savent pas. Et puis, comme je vous ai dit, on revient à la question initiale. C'est la grande peur, c'est la déstabilisation de cet immense pays qu'est le Congo, son morcellement, donc plusieurs pays, des conflits à n'en pas finir, etc. Donc, assez naturellement, la communauté internationale a tendance à soutenir qui est au pouvoir à Kinshasa et quelle que soit cette personne. Je veux dire, si c'était un autre que Tshisekedi, ce serait la même chose. C'est pas un soutien personnel à Tshisekedi, c'est un soutien au pouvoir qui est à Kinshasa, qu'il soit légitime ou pas. En gros, si je suis bien votre analyse, si Makenga et Corneille Nangaa fonçaient sur Kinshasa, la communauté internationale les soutiendrait? Attends, il y a Joshua, il faut couper votre micro s'il vous plaît. Monsieur Joshua, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Merci. Je demandais, je vais poser cette question plus tard, privilégions les invités. Ndondeza, la parole est à vous, vous pouvez poser vos questions à mon invité. Oui, Ray, j'ai trouvé votre question, Reynolds, vraiment super intéressante. Hein. Si les Nangas arrivaient à Kinshasa et qui prenaient tout le pays, finalement,
Est-ce que la communauté internationale va les soutenir? Alain, moi j'avais une question en fait pour vous concernant cette sortie qui vous surprend. Vous dites que vous avez plus d'engagement que par rapport à ce que vous étiez en train de dire de publier d'habitude. Moi je suis allée voir qui vous repartage ou qui vous cite. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus suivi. En tout cas sur ce que vous êtes en train d'écrire, par des gens qui sont justement dans la région des Grands Lacs, au Congo, au Rwanda et au Burundi. J'aimerais savoir quelle est la réaction en Belgique, que ce soit dans votre famille politique, d'abord par rapport à ce que vous êtes en train de publier, quelle a été leur réaction, et aussi vous avez dit que les Belges ne savent pas ce qui est en train de se passer là-bas. Moi-même, je suis belge, donc j'ai observé, j'étais journaliste aussi en Belgique, j'ai observé qu'il y a une habitude de peindre en fait le président Kagame comme mauvais, le président du Congo comme bien, le président du Burundi, on n'en parle même pas. Mais est-ce une suite en fait de l'idéologie colonialiste belge? Est-ce que on assiste encore à cela? Est-ce que vous, en tant que Belge justement qui êtes sorti, qui avez vu la réalité à l'extérieur, avez-vous l'impression que votre voix compte là-bas, que vous êtes entendu, que ce soit aujourd'hui ou même dans le passé? Merci beaucoup. Attends, je crois que je vois plus Alain connecté. Je vais Oui, sur le téléphone. Alain, vous êtes là? Docteur, si vous nous entendez, vous pouvez cliquer sur le micro en bas à gauche. Cliquez sur le micro en bas à gauche. Comme ça, vous pourrez monter. Et bon. Je propose de prendre toutes les questions. Après la question d'Ondeza, on va passer par la question de S. Anna, privilégiant les femmes, et suivi par Révolution. Je vais noter ça et quand notre invité revient, il nous répond. Merci beaucoup. S. Anna, la parole est à vous. Moi, je voulais juste, bonsoir à tout le monde. Je voulais juste poser la question à Alain, parce que au niveau diplomatique, la RDC s'est beaucoup investie. Voilà. Ah, il est là? Oui, je suis là. Voilà. Je voudrais répondre. Okay. Je voudrais répondre à la question précédente parce que je pense qu'elle est importante. Écoutez, donc il faut être bien clair et si vous vivez en Belgique, vous le savez. Les Belges, l'immense majorité des Belges, je dirais 99%, ne s'intéressent pas à ce qui se passe en Afrique centrale. Faut être bien clair, le temps de la colonie est fini depuis très longtemps. Ça n'intéresse plus les Belges. Ça les intéresse parce que ça intéresse encore quelques journalistes. Que quand il y a une crise, on en parle un peu plus en Belgique qu'en France ou en Allemagne, par exemple. Donc il y a un bruit de fond comme ça dans les médias, mais il faut être honnête, c'est pas un truc qui intéresse les Belges. En plus, franchement, il y a plus beaucoup d'intérêt belge économique, académique et tout ça dans la région. Vous seriez très surpris de voir le nombre d'universitaires belges qui travaillent encore sur l'Afrique centrale. Je crois qu'il doit pas y en avoir plus que 5 dans toute la Belgique. Donc ça c'est une première chose. Donc une deuxième chose, moi je suis pas en Belgique en ce moment, je sais pas donc quel est l'état de l'opinion publique, mais je crois que c'est pas tout à fait vrai ce que vous avez dit par rapport à Kagame et Tshisekedi. À mon avis, et là je peux me tromper, dans les milieux qui s'intéressent encore à ce qui se passe ici dans la région, je pense pas que le président Kagame a nécessairement une mauvaise réputation. Je pense que le Rwanda a globalement l'image d'un pays bien géré et beaucoup mieux géré que la plupart des autres pays. Et je pense pas non plus que l'image du président Tshisekedi est très bonne. Je pense qu'en général l'image des présidents congolais est plutôt pas bonne. Parce que les Belges savent quand même que le Congo est globalement un pays qui ne fonctionne pas.
Voilà. Donc là, je suis pas tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Je pense pas que l'image du Rwanda soit mauvaise et je pense que tout le monde a bien en tête que le Congo c'est quand même un truc qui fonctionne pas globalement. Voilà, je crois avoir répondu. Ray, est-ce que tu permets que je relance juste et puis je vais laisser la place aux autres. Je vous ai dit que mon Rapidement. invité est vraiment un Oui. Oui. Oui, alors, merci beaucoup pour votre réponse. Ben, je ne suis pas vraiment d'accord quand vous dites que la Belgique n'a pas d'intérêt au Congo en ce moment, ou que même que les Belges en fait ne s'y intéressent plus. Moi, c'est juste un avis, hein, vous n'êtes même pas obligé de revenir sur ça, mais je pense que le plus grand intérêt en ce moment, c'est que justement que les Belges ne s'y intéressent pas. Quel serait l'état de la Belgique aujourd'hui si la Belgique se trouvait en position de devoir rendre ce qu'elle doit au Congo ou de faire des corrections? Je pense que c'est dans l'intérêt de la politique nationale belge de faire comme si c'est pas dans l'intérêt des Belges de savoir ce qui se passe là-bas, mais l'intérêt est absolument là. En tout cas, c'est un avis. Merci beaucoup. Ok. Bon, ok. Je vous propose que la prochaine fois que vous avez un avis, pas seulement pour toi, Ndondeza, écrivez-le. Comme ça. Mais merci beaucoup pour ton intervention. Moi, je vois pas les questions, hein, donc je peux pas répondre brièvement. Je les vois pas. Mais là, je vais prendre les gens qui sont montés pour qu'ils vous posent directement les questions. Okay. Anna, la parole est à vous, rapidement. Oui, voilà. Bon, moi j'avais une question à Monsieur Alain Destex. Donc, en fait, nous ici à Bruxelles, on a fait beaucoup de mémorandums pour la communauté Tutsi au Congo. Donc, on a envoyé des mémorandums partout pour dire qu'il y a un souci en RDC et que la communauté Tutsi se fait massacrer. Et bizarrement, maintenant, on commence à dire que non, le M23, ce sont des assassins. En fait, je vois que la Belgique est contre l'opposition armée, mais n'essaye pas de voir en fait qu'est-ce qui se passe vraiment réellement au Congo. Et je voulais savoir que peut faire la communauté Tutsi congolaise pour se faire entendre au niveau de la Belgique, parce que nous on a tout fait ici, mais il y a vraiment, j'ai l'impression que cette communauté n'est pas écoutée en fait. Voilà, c'est ça ma question. Mais donc en fait je ne sais pas quelle est l'organisation, parce que moi par exemple je connais la diaspora rwandaise en Belgique, mais je sais même pas s'il y a une organisation des Tutsis du Congo en Belgique. Donc voilà, je sais même pas s'il y a un groupe, s'il y a quelqu'un qui vous représente ou qui les représente, je n'en sais rien, mais en tout cas, il me semble que pour rééquilibrer les choses par rapport à Kinshasa, ce serait important effectivement que les Tutsis du Congo s'organisent pour faire valoir leur point de vue et rencontrent pas seulement les autorités belges, hein, surtout le Parlement européen, l'Union européenne, etc., puisque tout ça se trouve à Bruxelles. Le Parlement européen a aussi voté une résolution assez abominable, hein. Alors, il y a une organisation qui s'appelle ISOC Belgique. C'est l'organisation des Tutsis congolais à Bruxelles. Mais c'est vrai qu'elle est pas très connue et tout. Il faut peut-être qu'ils s'organisent un peu plus. Nous allons passer par... En tout cas, moi, je serai aux commémorations du 7 avril à Bruxelles. Donc, s'ils veulent venir, on peut se rencontrer là-bas, hein. Et Sana, je vous ai lancé, donc vous pouvez... Très bonne idée, oui. On sera là, donc voilà. Il y a Baro qui était arrivé avant. Baro, la parole est à vous. Rapidement, merci. Merci beaucoup, Renaud et Ndondeza. Moi, j'ai une question pour Alain. C'est beaucoup plus en rapport avec l'entrevue qu'il a eue avec Sultan Makenga. C'est beaucoup plus en lien avec quelle impression qu'il lui a donné effectivement l'entrevue avec Makenga.
Et puis, c'était quoi l'intention, effectivement, de cette entrevue? Et puis, ma dernière question concerne beaucoup plus, en fait, j'avais essayé d'écrire mes questions. Ça concerne globalement, d'après, effectivement, l'entrevue, avec Makenga aussi, Monsieur Alain, pensez-vous que vraiment la M23 a l'intention de se retirer des territoires occupés dans le Kivu? Juste, et puis ma dernière question, ça concerne beaucoup plus globalement, si je ne l'ai pas déjà posé là, globalement, quelle est votre lecture de la situation actuelle en RDC? Merci beaucoup, c'était juste mes 3 questions. Bon, monsieur, je pense que vous êtes peut-être arrivé un peu en retard parce que j'ai longuement répondu sur l'interview avec le général Makenga tout à l'heure, donc je ne vais pas répéter. La deuxième question, non, forcément, le M23 n'a pas du tout l'intention de se retirer du territoire du Kivu. D'abord parce que ils sont congolais du Kivu pour la plupart. Et parce que évidemment ils considèrent que c'est pas un territoire occupé, pour eux c'est un territoire libéré, hein. Donc c'est voilà. Et bon, écoutez, la situation générale, c'est un peu compliqué de répondre. On va voir ce qui se passe à Luanda les prochains jours, si ces négociations vont mener à quelque chose, j'en suis pas sûr. Donc voilà, là je peux pas vraiment répondre pour le moment à cette question, quoi. Voilà. Très bien. En tout cas, moi dans mes spaces, l'invité répond ce qu'il peut, parce qu'on a des invités qui souvent ont des infos très sensibles et qui ne peuvent pas partager tout le temps là comme ça en public. Donc voilà, je pense que vous comprendrez. Nous allons passer par Monsieur Robabagabo. Soyez le bienvenu. Votre question rapidement. Ouais, merci Ray. Je salue l'invité Alain. La question que j'allais poser, vous avez un peu répondu à ça, mais c'est par rapport au tracé des frontières. Comment les Banyarwanda du Congo se sont retrouvés de l'autre côté? Parce que la question que je vais poser, le milieu raciste congolais utilise, je dirais, ce côté historique en disant que le Congo n'a jamais connu des Banyarwanda ou des Tutsis au Congo. Mais la Belgique, elle a la responsabilité historique de clarifier les choses. Et c'est à elle qui devrait, avec la situation que nous avons, avec le cauchemar, les malheurs que les Banyarwanda subissent maintenant au Congo, c'est à eux, c'est la responsabilité de la Belgique de venir clarifier les choses. Mais on voit aujourd'hui, c'est elle qui mène, je dirais, la campagne contre le M23 et la campagne contre le gouvernement du Rwanda. Comme quelqu'un de politicien influent, est-ce que vous pouvez aider à faire la pression au gouvernement belge? Parce que nous avons vu ce que le ministre des Relations extérieures a dit au Parlement. Il doit y avoir des gens qui doivent dire la vérité en Belgique. Merci. Oui, mais comme j'ai dit au début de ce space, malheureusement, enfin je dis malheureusement parce que je pense que j'aurais pu être utile dans la situation actuelle. Je ne suis plus sénateur, si vous voulez. Je l'ai été pendant 24 ans. J'ai d'ailleurs un des premiers dossiers dont je me suis occupé, c'est justement de créer une commission d'enquête en Belgique pour faire toute la lumière sur ce que la Belgique savait sur la préparation du génocide des Tutsis en 94. Et donc on a fait pendant un an, en 97, un gros travail là-dessus qui s'est terminé par le Premier ministre de l'époque, Guy Verhofstadt, qui est venu présenter des excuses dans un moment très fort à Kigali. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par moments, je me dis j'aimerais bien être au Parlement belge pour faire entendre un autre son de cloche. Voilà, moi j'essaie d'influencer les choses par des articles. J'ai écrit, vous pouvez trouver en ligne un article dans la Libre Belgique, si vous tapez mon nom et puis Kivu, Congo, Rwanda et
et puis la Libre, vous allez le trouver facilement, lalibre.be. Mais n'étant plus au Parlement, je ne peux pas influencer comme je le pouvais avant, si vous voulez. Donc je suis limité par ce que je peux faire à travers mes écrits et mes interventions sur Twitter, Facebook, etc., quoi. Mais que pensez-vous de cette responsabilité historique que la Belgique devrait faire Ben, dans écoutez, cette crise au Congo? Parce que les milieux politiques racistes, extrémistes congolaises utilisent cette carte. mais comme je vous le dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que même le ministre des Affaires étrangères, il ne sait pas ça. Donc, je voudrais pas qu'il y ait de malentendus entre nous. C'est que vous êtes dans la région, vous connaissez l'histoire par cœur, c'est votre pays, votre région, c'est un thème existentiel pour vous, mais pour les Belges, pour la grande majorité des Belges, ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas du tout focalisés là-dessus. Je suis certain que le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, n'a aucune idée de ce que c'est un Banyarwanda, si vous voulez. Voilà. Et je sais pas, je crois qu'il n'a aucune idée des vagues de migration qu'il y a pu y avoir, etc. Donc ça, c'est la réalité. Donc, avant de leur faire prendre conscience qu'il y a peut-être une responsabilité historique, il faudrait d'abord qu'ils le sachent. Donc, il faut, ce que je vous dis, c'est vraiment ce que je crois être la perception en Belgique, si vous voulez. D'accord. Nous allons passer par les deux comptes parodiques. On commence par celui de Moïse Katumbi et celui de Joseph Kabila. J'approuve beaucoup le principe de compte parodique. Hein. Oui. J'approuve beaucoup le principe de compte parodique. Oui. Alors, Moïse Katumbi parodie, vous êtes le bienvenu. Oui, monsieur Allais, bonjour. Bonjour. Oui. Bon, j'ai seulement trois petites questions, hein, parce que c'est vous qui sur le terrain, contrairement à certains de nos journalistes qui nous racontent parfois des propagandes. Ma première question était, y a-t-il des évolutions récentes sur le terrain? La deuxième question était, est-ce que les autorités ont-elles pris de nouvelles mesures? Quelles autorités? Ma troisième question était, est-ce que les conditions de vie des habitants se sont-elles améliorées ou détériorées? Donc c'est ça. La deuxième question, c'était quoi? La deuxième question c'était, est-ce que les autorités ont-elles pris de nouvelles mesures pour les villes occupées? Mais quelles autorités? De la FES, oui. Je pense qu'il fait référence aux autorités de Kinshasa, c'est ça? C'est les autorités de Kinshasa ou c'est les autorités qui contrôlent Goma et Bukavu? DM23 FES, oui. C'est là où vous êtes, oui. Oui, ok, non, mais donc oui, mais ça, bon, donc si effectivement, donc les autorités M23 Alliance Fleuve Congo prennent tous les jours donc des tas de décisions. Donc vous imaginez bien qu'occuper une ville d'1 million d'habitants comme Goma et mettre en place une administration, c'est une tâche titanesque. Donc moi j'ai pas vu les détails de ça, mais en gros, si vous voulez, ils sont en train, donc ils ont nommé un gouverneur, un vice-gouverneur, des responsables de secteur. Donc le plan général, c'est de nommer aux fonctions de gestion de la ville des nouveaux administrateurs. Par contre, de laisser fonctionner comme avant, y compris avec les directions, tout ce qui fonctionnait déjà, donc les écoles, les hôpitaux, le service des eaux, les services d'électricité, etc. Donc d'après ce que j'ai compris, le M23 Alliance Fleuve Congo n'a pas l'intention de s'occuper de la gestion, si vous voulez, de ces entités, dont certaines faisaient un bon travail et d'autres moins bien. Par contre, l'organisation générale de la ville. Donc ce qui est frappant, c'est déjà, en tout cas ce que tout le monde peut voir, c'est les campagnes de propreté qui ont été menées. Donc la ville est vraiment extrêmement propre. Il n'y a pas de déchets. On voit encore de temps en temps des tas de détritus regroupés qui sont en voie d'évacuation. Et voilà. Donc ça c'est quand même assez spectaculaire.
Et comme je l'ai dit, l'impression générale à Goma est une ville qui fonctionne normalement. Tout le monde est dans la rue et les commerçants sont ouverts et c'est pas du tout l'impression qu'il y a une occupation ou quelque chose de particulier dans la ville. Dans les villages, d'abord déjà il y avait toute une série de villages qui étaient occupés où le M23 s'occupait de la gestion, et donc dans les endroits qui étaient auparavant aux mains des forces congolaises, des FARDC, ils nomment aussi de nouveaux administrateurs qui sont en général des gens du village qui étaient soit réfugiés, soit déjà dans les zones du M23 avant, soit dans les camps de déplacés. Mais donc ils essayent de nommer dans les zones auparavant FARDC des responsables qui viennent de ces zones et de ces villages. Donc parallèlement à ça, ils font deux grosses opérations qui sont pas du tout secrètes. Ils encouragent les anciens membres des FARDC défaits à les rejoindre. Et donc il y a pas mal de forces congolaises qui sont en train de rejoindre le M23. Je l'ai vu, et donc ils sont envoyés, ça je vous dirai pas où, mais ils sont envoyés pour faire un entraînement militaire. Donc le M23 va encore se renforcer de ce point de vue, en plus avec toutes les armes qu'ils ont saisies. Maintenant, honnêtement, on peut pas dire que la situation s'est améliorée, si vous voulez. C'est juste impossible d'améliorer la situation en aussi peu de temps, en un mois. Et les conditions de vie de la population congolaise, je voudrais le dire ici clairement, sont absolument dramatiques. Dramatiques. Dans les campagnes, c'est infrahumain. On a l'impression que les présidents congolais, que ce soit Mobutu, Kabila ou Tshisekedi, n'ont rien fait. N'ont rien fait. Les routes sont dans un état mais épouvantable. En fait, moi j'ai été dans le Massissi, on fait même pas du 15 km à l'heure de moyenne. Oui, non, les gens sont pauvres et on a l'impression que l'État est complètement absent et n'a jamais été capable de faire une route ne fût-ce que pour acheminer les vivres. Alors, peut-être aussi, c'est pas tout à fait exact ce que je vous dis parce que la dernière fois que j'ai été, donc ce qu'on m'a dit, c'est pas ce qu'on m'a dit, j'ai vérifié moi-même. Le prix, par exemple, de certaines denrées, comme les pommes de terre et les haricots, avait baissé parce que effectivement, depuis que le M23 contrôle toute la zone, il n'y a plus toutes les entraves au commerce qu'il y avait avant. Il n'y a plus non plus tous les contrôles arbitraires que faisaient les forces armées congolaises ou des bandes de Wazalendo ou d'autres. Donc il semblerait que sur le plan alimentaire, la situation s'améliore. Par contre, comme les banques sont fermées, ça peut finir par poser un problème aussi. Donc l'argent des banques n'appartient pas à Kinshasa, l'argent des banques appartient aux déposants à Goma. Mais la fermeture des banques, ça pourrait poser un sérieux problème, oui. Ah, monsieur Alain, en tout cas, oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup au compte parodique Moïse Katumbi. Nous allons maintenant passer au compte parodique de Kabila Joseph Kabange. Vous êtes bienvenue. Bonjour Joseph. Bonjour Joseph. J'entends pas bien. Joseph Kabila Kabange, la parole est à vous. Compte parodique, je précise très bien. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Est-ce que vous allez bien? Oui. Pas mal, ouais. Je vous laisse mon invité. D'accord, merci Renald. Alors, moi j'avais deux petites questions à monsieur Alain, invité. Il répond très bien aux questions. En tout cas, c'est très bien. Alors, est-ce que vous pensez que le fait que l'Angola a désigné Bissimois comme, on va dire, la personne en tête comme l'invité principal et qu'ils n'ont aucunement cité l'AFC est une tentative de diversion qui cache un plan de Kinshasa? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question va être orientée vers, on va dire, ces dialogues.
est-ce que vous pensez que finalement, vu ou connaissant le président actuel, ces dialogues a un avenir finalement? Est-ce que vous pensez que finalement ils vont aboutir à quelque chose? Bon, alors, Et je vais ajouter une petite sous-question. Vous pensez vraiment que les M23 barra FC vont forcément exiger le départ du président Tshisekedi? bon, écoutez, la première question, honnêtement, je ne suis pas au courant là. Vous me l'apprenez. Donc, vous m'apprenez que l'Angola a invité Bertrand Bisimnois et pas Corneille Nangaa, c'est ça? Oui, Bon, c'est écoutez, ça. voilà, vous me l'apprenez, Enfin, vous me l'apprenez. Moi, Alors oui, l'invitation a été pour envoyée. précision, aujourd'hui, les M23, l'AFC, ils ont précisé que ils comprennent que c'était une erreur. Ils ont fait une publication aujourd'hui, je crois que j'avais partagé ou j'ai oublié. Mais ils ont dit que la prochaine fois, il faudra s'adresser à l'AFC M23, dont eux font partie. Ils font partie de tout un ensemble. Mais qui va à Luanda finalement alors? Bon, ça, je sais Bon, pas. moi non plus. Mais la Moi, question, c'est est-ce que ça ne cache pas un non, mais piège? bon, ça, j'en sais rien. De toute façon, il faut discuter. Il faut que les parties se rencontrent. Moi, je pense que ce qui sera le plus intéressant, c'est de voir qui Kinshasa envoie. Quel niveau parce que comme apparemment ils ont été mis un peu devant le fait accompli par l'Angola, et à ma connaissance, Kinshasa n'a pas accepté formellement. Ils ont pris acte, mais ils n'ont pas dit OK, on va aller aux négociations. Donc, je suis curieux de savoir quel niveau de délégation ils vont envoyer. Est-ce qu'ils vont envoyer des ministres? Est-ce qu'ils vont envoyer des sous-fifres pour bien montrer que ça les intéresse pas? Voilà, ça va être intéressant de voir qui ils vont envoyer. Première remarque. Deuxième remarque, si vous voulez. Sans vous interrompre, docteur, Ouais. il y a Christophe Rigaud qui a publié que Kinshasa participera bien aux négociations avec le M23 le 18 mars à Luanda, mais, j'ouvre les guillemets, nous ne pouvons pas dire qui fera partie de la délégation, je ferme les guillemets. D'accord. Voilà, et ça c'est Tina Salama, je pense, qui est porte-parole du gouvernement, qui a indiqué ça à l'agence Reuters. Voilà. Ok. Donc, si vous voulez, pour la deuxième et la troisième question, donc je ne crois pas que le M23 va demander. J'en sais rien, hein, je ne suis pas dans le secret. J'ai l'impression qu'ils ne vont pas demander le départ du président Tshisekedi. Si à un moment il doit partir, ce sera sous la pression de la rue à Kinshasa ou du Katanga, voilà. Mais se poserait encore la question de le remplacer par qui dans un premier temps. Mais si vous voulez, Une transition. oui, transition. Bon, Sans lui. enfin voilà, moi je suis observateur quand même. Hein, je peux pas trop répondre dans les arcanes de la politique congolaise. Mais par contre, ce qui me paraît le plus intéressant, c'est votre deuxième question. Effectivement, sur quoi pourraient porter les négociations? À mon avis, ce qui ne fonctionnera plus, c'est de demander au M23 de rendre les armes et de faire un accord politique où on fera des belles promesses pour le Kivu et où l'armée congolaise va revenir, les autorités congolaises vont revenir, et puis tout recommencera comme avec les deux tentatives précédentes. Je confonds toujours un peu les acronymes. Vous allez m'aider là. Les deux précédentes négociations, quoi. Quelqu'un m'aide avec les acronymes là. Le RCD. Oui, le RCD et le CNDP et puis le M23. Voilà, le RCD et le CNDP, voilà. Donc ça va plus marcher si vous voulez. On leur a fait le coup 2 fois, on va pas leur faire le coup 3 fois. Donc autrement dit, toute forme de négociation ne pourra passer que par
pour le M23 par un maintien de leur contrôle sur la zone qu'ils contrôlent. C'est énorme, hein. C'est plus de 2 fois le Rwanda et plus de 2 fois la Belgique, hein. C'est énorme, hein, la zone contrôlée par le M23. C'est deux fois le Rwanda. Monsieur Alain, Oui, j'écoute. ce que vous avez dit m'a fait réfléchir. Je pose une question. Est-ce que si les négociations n'aboutissent pas, on file vers une balkanisation en quelque sorte? Écoutez, honnêtement, je n'en sais rien. Vous savez que justement le M23 a fait alliance avec l'alliance Fleuve Congo. L'alliance Fleuve Congo, j'ai aussi rencontré Monsieur Corneille Nangaa, hein, et Bertrand Bissignoi aussi, je les ai vus aussi. J'ai pas encore fait de post là-dessus, mais ça va venir. Donc en tout cas pour Corneille Nangaa, ce qui est clair, c'est lui, il veut un changement au niveau de tout le Congo, hein, pas seulement au Kivu. Il le dit ouvertement d'ailleurs, hein, dans ses interviews. Donc sur quoi ça pourrait porter? En tout cas, il y a un point, si vous voulez, qui est d'ailleurs dans la constitution congolaise, c'est la rétrocession de 40% des revenus et des ressources vers les provinces, chose qui n'a jamais été faite. Enfin, écoutez, quand on voit le Kivu, on se demande où est l'État, quoi. Hein. Par exemple, même l'hôpital provincial de Goma que j'ai aussi visité, bon, il fonctionne bien. Pourquoi? Parce que le personnel est compétent et motivé et payé, mais il y a un soutien énorme de l'Union européenne à l'hôpital. Il y a les tarifs des consultations et tout ça qui est affiché, et à peu près de mémoire les 2/3 du prix des interventions est financé par l'Union européenne. Donc quand on est dans le Kivu, on se demande ce qu'a fait l'État congolais depuis 30 ans pour cette région, quoi. Donc à mon avis, la décentralisation, si vous voulez, et le retour d'une grande partie des revenus, donc 40% en fait, vers les provinces, ça ce sera une exigence fondamentale de l'alliance de l'alliance Fleuve Congo et du M23. Voilà, j'ai fini là, oui. Le compte parodique. Merci, j'ai tout. Ok. C'est fini pour Ok, moi. merci, monsieur Joseph Kabila Kabange, parodique, je précise, et Moïse Katumbi, parodique. On va passer à Joshua, qui est arrivé ici depuis longtemps et qui n'a pas encore parlé. Et il sera suivi par Pax. Ok, les deux, vous allez-y rapidement. Merci beaucoup. Joshua et Pax. Allô? Oui, Nzilaba Tigna Joshua, vous pouvez poser la question à notre invité. Moi, j'entends rien. Moi non plus. Allons-y rapidement. Pax, la parole est à vous. Bonsoir Reynold. Bonsoir. Encore une fois, merci pour ce space. Je salue également Alain. Moi, j'avais juste une question à poser à Alain. Aujourd'hui, on a Paris, Bruxelles, Londres, Washington qui sont prêts à sanctionner Kigali pour son ingérence. On parle d'une ingérence et d'un soutien au mouvement AFCM 23. Donc, moi, j'avais une question, juste savoir pourquoi en même temps cette même communauté internationale, en fait, et aux abonnés absents, pourquoi on observe un silence assourdissant face à la chasse des rwandophones, des swahiliphones à Kinshasa par exemple, où on assiste également à une forme d'extermination. On parle de pogrom des FRDC dans la communauté de Banyamulenge à Minembwe. Comment analysez-vous, quel commentaire faites-vous à cette indignation sélective? Merci Alain. Bon, écoutez, je crois que j'ai déjà en partie répondu à ces questions au début. Je vais répéter plus brièvement, mais je crois que le souci de la communauté internationale, c'est l'unité du Congo, et que la crainte, c'est l'explosion du Congo, et que du coup,
tous les autres problèmes passent un peu au second plan, si vous voulez. Mais bon, voilà, j'ai répondu plus longuement tout à l'heure à cette question. Hein. Pax pourra réécouter le space. Ah, on peut réécouter. Ah, je savais pas qu'on pouvait Oui, réécouter. il est enregistré le space. Ah, ok. Du coup, Alors, le choix, la parole est à vous, on vous entend. bonsoir. Bonsoir. Je voulais, bon, pas une question, mais c'est une analyse, c'est mon analyse au fait que je voulais exposer au docteur. Monsieur le docteur, parce qu'on, normalement, on savait que l'ONU était un organisme qui est là pour amener la paix au monde. Maintenant, tout ce qui s'est passé au Congo, ça nous a épaté parce que on a vu que l'ONU était pour les gens qui tuaient la population rwandophone. Même on brûlait les gens, on les mangeait, l'ONU était là. Il n'a pas fait quoi, il n'a pas interdit tous ces mouvements qui s'est passé là-bas. Alors on se demande pourquoi l'Union européenne voit tout ça et l'ONU voit tout ça. Et maintenant, il sanctionne le Rwanda, soi-disant que le Rwanda a fait quoi? A fait sa protection contre les armes. Soi-disant comme ça, je sais pas. Maintenant, il y a aussi le discours des deux présidents du Burundi et Tshisekedi qui ont dit qu'ils vont changer le président du Rwanda, ils vont le chasser au pouvoir. Mais je me demande pourquoi tous ces discours-là qu'ils disaient là, l'ONU n'a pas écouté ça ou bien l'Union européenne n'a pas écouté ça pour qu'ils voient que le Rwanda est toujours victime des gens qui n'aidaient pas l'ethnie Tutsi au monde. C'est ça ma question en fait, ou bien mon analyse en fait. Merci. Oui, bon, c'est plus une analyse qu'une question, hein, monsieur. Oui. Mais en tout cas, si je peux faire deux commentaires. Le premier, c'est sur la MONUSCO. Donc la MONUSCO, c'est le plus grand scandale onusien des dernières années. Franchement, la MONUSCO ne sert à rien. Et non seulement elle ne sert à rien, mais c'est pas la MONUSCO, c'est l'ONU. C'est l'ONU parce que la MONUSCO c'est une branche de l'ONU. Oui, je sais, mais bon, moi personnellement, l'efficacité globale de l'ONU, j'y crois pas trop. Mais l'ONU au Congo, c'est quand même surtout la MONUSCO. Ça coûte $1 milliard par an. Je vous invite à aller voir leur compte Twitter. C'est absolument ridicule, quoi. D'ailleurs, d'habitude, ils ont 1000 vues sur leur post. Et là, j'ai critiqué directement le nouveau commandant en chef qui sait même pas parler le français. Je m'en suis un peu moqué. Il dit pas MONUSCO, il dit MONUSC. Il sait même pas dire MONUSCO, quoi. Et donc du coup, je crois que ce poste-là a été vu 80 000 fois. Mais je vous invite à aller voir leur compte. C'est d'un ridicule. On a l'impression qu'ils sont complètement déconnectés. Donc aujourd'hui, parce que du coup maintenant je vais presque tous les jours voir leur compte. Aujourd'hui, on voit un soldat tanzanien, c'est ce qu'ils disent, hein, je crois, qui parle avec une femme dans un village et ils écrivent ce genre de dialogue contribue à la paix. Mais je veux dire, mais c'est hallucinant, quoi. C'est n'importe quoi. On a l'impression que c'est un type là dans une bulle qui fait des posts. C'est vraiment n'importe quoi. Je mettrai d'ailleurs quelque chose sur la MONUSCO la semaine prochaine aussi, sur X. Donc voilà. Et puis globalement, vous savez, l'ONU. Le général de Gaulle, il disait le machin, hein, il appelait ça le machin. Ben oui, c'est le machin, quoi. Voilà, moi personnellement, j'ai pas beaucoup d'estime et même pas du tout pour l'ONU. Soyons clairs. Et je pensais que le mercenariat c'était banni au monde. Mais écoutez, il y a déjà un interlocuteur qui a dit ça au début du space là. Moi, je vous avoue que j'en sais rien. J'ai pas eu le temps d'aller creuser cette question juridique. Honnêtement, je n'en sais rien. Voilà, je n'en sais rien. Il y a aussi des Russes. Donc je sais pas. Donc je sais pas.
Voilà. Écoutez, Reynolds, je crois on est resté déjà beaucoup plus longtemps que ce que je vous avais dit. Là, je vais devoir Oui, y oui. aller. En plus, Mais au-delà des gens que vous voyez ici qui sont montés, à qui j'ai accordé le micro, il y a encore 28 personnes qui sont en train de demander la parole. Je demanderai à ceux qui demandent à parler d'éviter, si c'est possible, à moins d'amener une nouvelle nuance, d'éviter de répéter les mêmes questions. ouais, mais Euh, là, je peux encore oui. prendre 2 questions, mais pas plus. Hein, je suis Merci, désolé. Ah, docteur. d'accord. Merci, Je sais docteur. que Merci vous dois y aller. beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Oh, 2 questions. Bon, du coup, je dois choisir entre 2 personnes. Je vais donc choisir une femme et un homme. Donc Voilà. la prochaine fois, je vous suggère que je puisse voir les questions écrites, comme ça Oui, permet de répondre directement aux questions, quoi. Mais voilà, donc on prend encore oui. 2 questions, s'il vous plaît. D'accord. Nous allons donc prendre Denise et Jean-Claude B. Denise, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup. Vous Oui, très bien. m'entendez? Merci. D'abord, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Renaud. Et puis, j'ai vu aussi l'entrevue, le fait que vous êtes déplacé pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe réellement. Vraiment, je vous remercie de votre humilité. Merci, merci, merci beaucoup. Mais encore une fois, je voulais juste, je sais qu'on vous a demandé une question du genre, est-ce que vous pensez que M23 veulent que le pouvoir de, qui c'est qui dit quitte le pouvoir? Je ne parle pas pour eux, je ne suis pas leur porte-parole, mais c'est clair que moi, à mon avis, si je peux répondre à cette question, même si ce n'était pas adressé à moi, mais on sait très bien que qui c'est qui dit ne va pas apporter quoi que ce soit à un changement positif au Congo. Pas du tout. C'est ce que j'aimerais dire. Qui c'est qui dit vraiment, il laisse beaucoup de choses passer. C'est à cause de lui que tout est arrivé ici jusqu'à ce point. Et donc, même si je réponds pas pour M23, je suis pas leur porte-parole, mais je comprends leur cause. Et Tshisekedi, lui, il se plaît dans ces conditions-là. Et vraiment, voilà quoi. Je voulais juste répondre je vais pas répondre à votre place, mais je pense que c'est ça mon opinion, c'est leur position. La M23, je pense pas qu'ils pensent que Tshisekedi va apporter un grand changement à quoi que ce soit. Donc merci beaucoup. Bon, madame, je pense que c'était plus un commentaire qu'une question, hein, donc je ne vais pas commenter le commentaire, mais voilà, je vous ai entendu. Écoutez, Reynolds. Oui, merci Denise pour votre commentaire. On va passer à Jean-Claude B. Merci Renaud. Bonsoir Alain. Ma question c'est de savoir, en fait, la présentation de la situation de Goma et comment tu nous présentes cette situation est très différente de comment d'autres organisations, notamment Human Rights Watch et d'autres médias occidentaux nous présentaient la situation. Qui croire? Parce que eux, ils disent que c'est une situation humanitaire catastrophique pour celui qui n'est pas sur place. Et qui croire? Dans quelle intention, pour quel objectif ces organisations essaient de montrer que la situation est catastrophique? Une question liée à ça, c'est justement par rapport à la MONUSCO, qui est là depuis des années. Qu'est-ce qui fait que cette mission des Nations Unies ne quitte pas le Congo, sachant que son inefficacité n'est pas à démontrer? Quel intérêt les pays qui ont envoyé des troupes et le Conseil de sécurité des Nations Unies a laissé cette mission perdurer en RDC alors qu'il est inefficace? Merci. Bon, je commence par la deuxième partie. À mon avis, si vous voulez, c'est parce que donc comme il y a une soi-disant entre guillemets une crise, la communauté internationale ne veut pas donner l'impression qu'elle se retire alors qu'on dit qu'il y a une crise.
Je pense que si la MONUSCO sortir, ça va rien changer du jour au lendemain. Il y a peut-être le précédent du Rwanda où la MINUAR s'est retirée. Je vais parler vulgairement, mais la queue entre les jambes, si je puis dire comme ça. C'est pas très poli, et malheureusement, comme c'est enregistré, j'aurais pas dû dire ça, mais bon, voilà, je l'ai dit quand même. En abandonnant les Tutsis du Rwanda à leur sort. Et donc, je pense qu'ils auraient l'impression que s'ils partaient, qu'ils abandonnent les populations, mais en réalité, comme ils font rien pour les populations, ça change rien. Pour moi, ils peuvent partir, parce que si par exemple le milliard de dollars qu'ils donnent par an, ils le donnaient de façon utile, ça pourrait avoir un impact. C'est énorme, $1 milliard. Hein. Faut bien voir ce que ça représente. Hein. C'est vraiment énorme. C'est une somme colossale, quoi. Ensuite, écoutez, il y a une situation. Alors moi, j'ai pas fait évidemment une évaluation détaillée, mais il y a une situation humanitaire grave. Mais moi, mon sentiment, c'est que elle ne s'est pas nécessairement beaucoup détériorée. C'est-à-dire que la situation globale au Congo est mauvaise. Les gens vivent vraiment dans la misère. Comme j'ai dit au début, je ne sais pas si vous étiez là, mais j'ai dit au début que pour moi, l'État congolais n'avait rien fait pour ces populations, et en particulier pour le Kivu, que ce soit Mobutu. Mobutu, c'est peut-être le seul qui a encore fait quelque chose, mais Mobutu, Kabila père, Kabila fils, et maintenant Tshisekedi, on a l'impression d'un État soit absent, soit au pire prédateur, qui prend les ressources du Congo et qui ne laisse rien à la population. Les gens vivent dans des conditions catastrophiques. Je veux dire, moi, ça m'arrive de faire de la marche dans les campagnes du Rwanda. Il y a clairement une différence. Je parle ici chez les paysans dans les villages. Hein. Je parle pas dans les villes. Il y a vraiment clairement une différence de niveau de vie, que ce soit en regardant les souliers, les chaussures, pardon, l'habillement, la mendicité aussi. Il y a vraiment une très grande différence entre les deux pays. Et alors, je vous parle même pas de l'état des routes et tout ça, quoi. Enfin, c'est une catastrophe absolue au Congo. Donc oui, la situation est vraiment pas brillante. Et là, je voudrais en profiter, et ce sera ma conclusion, si vous voulez bien. Je crois que l'aide internationale, elle devrait se concentrer sur deux choses, si vous voulez. Elle devrait se concentrer surtout sur l'agriculture, la fourniture de semences et d'outils agricoles, notamment des houes, pour permettre, notamment aux déplacés qui sont rentrés chez eux, de cultiver pour la prochaine récolte. Vous savez, ça va vite les récoltes au Kivu. C'est 3 mois. Hein. En 3 mois, vous faites pousser quelque chose. Et donc, il faut leur donner des semences et des houes pour pouvoir travailler la terre. Et puis, il faut, au niveau nutritionnel, assurer la soudure, si vous voulez. Donc, si la communauté internationale pouvait se concentrer, à mon avis, sur ces deux mesures, ce serait important. Mais je ne pense pas qu'il y a plus une crise humanitaire aujourd'hui. Je pense qu'on exagère beaucoup dans la communauté internationale quand on dit, donc comme j'ai essayé de le dire depuis le début, c'est pas du tout la catastrophe dans les zones gérées par le M23 par rapport à la situation avant dans les zones contrôlées par le FARDC. Et maintenant, il faut que les organisations humanitaires acceptent de collaborer avec le M23, puisque c'est lui qui contrôle de facto la région, pour venir aider. Et donc ça pose un problème à l'ONU, puisque l'ONU, c'est une organisation qui, par définition, travaille avec les gouvernements. L'ONU doit accepter au Congo de travailler avec le M23, même si c'est pas le gouvernement officiellement reconnu au Rwanda. Et ça va être, à mon avis, une des questions importantes, et là où il faudrait faire du lobbying, c'est pour dire, par exemple, la FAO, comment est-ce qu'on dit, c'est Food Agriculture Organization des Nations Unies, c'est elle qui est censée s'occuper des semences, des houes, etc. Or, comme en général ces gens-là travaillent uniquement avec les gouvernements en place, ça va pas le faire, si vous voulez. Donc pour moi, c'est ça d'un point de vue humanitaire,
c'est ça le challenge des prochaines semaines et des prochains mois. Et il faut pas compter sur Kinshasa pour faciliter les choses, quoi. Voilà. Donc je dois malheureusement m'en aller. Je voudrais remercier tout le monde parce que je vois en plus ici que vous êtes de plus en plus nombreux là. Je crois qu'on a doublé depuis le début du chat, si je vois bien les statistiques, Renaud. Oui, en fait, les statistiques de Twitter montrent 600 personnes connectées en ce moment en temps Ouais, réel. mais Il y on a est beaucoup monté. de demandes en ligne. Il y a même eu, j'ai vu Andrew Mwenda, qui est un des hommes les plus influents de l'Ouganda, qui a demandé la parole. Je la lui ai accordée, mais son compte a disparu, je ne le vois plus. Ok, mais moi de toute façon je dois y aller aussi. Je suis déjà très en retard. On était D'accord. même plus de 700 tout à l'heure, mais je voudrais Oui, dire. oui. En fait, généralement, quand le space finit, quand ça nous montre 700, après, je vais vous envoyer les vraies statistiques. Généralement, Ok. ça va dans les 2000 connectés. Bon, en tout cas, moi je voudrais remercier tout le monde. Je voudrais vous remercier pour la qualité des échanges, parce que je dois vous dire aussi que je reçois pas mal d'insultes. D'ailleurs, j'ai dû sur les posts fermer les commentaires. Et je trouve, et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui écoutent, mais c'est pour ça que je suis très heureux de la qualité du dialogue ce soir. Mais vraiment, certains Congolais m'insultent de façon complètement délirante, sans aucun argument, et vraiment, c'est limite agressif et menaçant. Et je dois dire que c'est assez désagréable. Voilà, je voudrais conclure là-dessus. D'accord. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Voilà. Peut-être une autre fois, si vous avez plus d'une heure et demie. Moi, je vous remercie. Il m'avait dit 45 minutes, 1 heure. Ouais. J'ai vraiment supplié qu'il puisse prendre un peu le temps élastique. Voilà. Parce que je connais les intervenants, l'auditoire et tout. Et que généralement, quand je dis aux gens, posez les questions tout de suite, ils attendent que le space ait commencé. Oui. Du coup, c'est un peu difficile à gérer. Okay. En tout cas, moi, c'est la première fois que je fais un space. Je trouve ça fort bien comme formule. Je vous félicite de l'avoir fait. Et je dis au revoir à tout le monde et peut-être à une prochaine fois. Hein. Merci beaucoup. Je vais clôturer le space. Je vais vous mettre une chanson à vous tous. La chanson Aïe Amwana, c'est une chanson swahili de l'Est, de l'Afrique, quoi. Le swahili qui est une langue parlée dans les deux Kivu, dans le Katanga, en Ituri, au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie, dans les Comores, un peu partout. Donnez-moi juste 5 minutes, je vous passe la chanson. Je sais, les amis, vous allez me dire que le space n'a pas duré très longtemps, mais appréciez la qualité, vous pourrez le réécouter. Et je vais insister pour qu'il nous donne un autre rendez-vous pour qu'on puisse faire un space un peu plus long, comme on les fait d'habitude. Et aussi, je vais inviter Rodriguez Katsuva. Je vous écrirai la liste des invités, dont Andrew Mwenda qui était ici aussi, mais bon. J'écrirai tout ça sur sur mes posts. Donnez-moi 5 minutes pour que je trouve la chanson. 5 minutes, 5 secondes. La chanson se trouve dans les commentaires, Renaud. Je l'ai retrouvé. Baba mama rafiki Akieni muzuri Kuryote yetu Akieni muzuri Baba mama rafiki Akieni muzuri Tunapenda we Akisali sana Tunapenda we Akisali sana
Baba mama rafiki, akieni muzuri, mtoto yote yetu, akieni muzuri, baba mama rafiki, akieni muzuri, tunapenda we, angisangi sana, tunapenda we, angisangi sana. Voilà, Baba Mama Rafiki, Bakieni Muzuri, Somaïle Didier, mon co-host, merci d'avoir été avec nous. Tout le monde qui était là, je vous remercie. Et Didier, un mot pour la fin? Bonjour tout le monde. Oui, allez-y. J'ai pas beaucoup de choses à dire, j'ai rien à dire. Tout a été bien. Et content que ça s'est bien passé, comme l'a dit notre invité. C'était digne de nous et qu'on continue à être comme ça. Merci. Du coup, à la prochaine les amis. On continuera à vous proposer des spaces de qualité avec des invités de qualité. Et merci pour votre soutien, votre présence. C'est vous qui nous poussez à nous améliorer et à exceller. Merci beaucoup, bonne soirée, ayez une bonne semaine, que Dieu vous garde et vous protège.